Là, il est temps de retrouver maintenant Anne-Gaëlle Corouble. Est-ce que vous êtes en ligne? Oui, vous êtes là, Anne-Gaëlle. Bonjour. Voilà. J'ai l'image et le son, c'est parfait. Écoutez, on peut voir. Super, merci. Alors, je vous présente. Vous êtes donc psychologue clinicienne spécialisée dans l'approche psychopathologique des troubles de la conduite alimentaire. Vous officiez à Toulouse, mais je crois que vous êtes aujourd'hui près de Nantes, si je ne m'abuse. Donc, bonjour à nos amis de Loire-Atlantique. Donc, on continue notre tour de France. En Occitanie, vous êtes la responsable de l'antenne départementale de la Ligue contre l'obésité en Haute-Garonne et vous pilotez par ailleurs la structure bariatrie, on y viendra. Ensemble, donc, nous allons échanger sur un sujet qui est important pour l'équipe de chacun, avec une thématique que vous avez choisie, c'est mieux dans sa tête, mieux dans son corps. Alors, c'est dire si nous, on compte sur vous pour nous donner quelques clés pour se sentir effectivement mieux dans sa peau et surtout quand on souffre d'obésité. Donc, évidemment, vous nous direz quels sont, et selon vous, les meilleurs ressorts psychologiques à activer lorsqu'on est en situation d'obésité pour s'assumer, avoir une bonne image de soi. Mais première question, quels sont les profils des personnes qui viennent vous voir? Principalement des femmes, donc tous les âges, vraiment tous les âges. Ça peut être de très jeunes filles, 12-13 ans, et des personnes de tout âge, j'ai envie de dire. Les hommes ont plus de mal à venir voir une psychologue pour perdre du poids, c'est pas du tout naturel. Et puis parfois aussi, c'est des mamans pour leur enfant qui est petit, qu'elles trouvent un petit peu trop dodu. Donc voilà, les personnes qui viennent me voir, c'est plutôt, j'ai envie de dire, quasiment tout le monde. Toute personne, il faut bien voir que, enfin vous l'avez sans doute dit dans la journée, mais il y a quand même une personne sur deux en France, un adulte sur deux en France qui est en surpoids ou en obésité. Donc, ça concerne quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et vous disiez à l'instant, tous les âges, est-ce qu'il y a quand même des tranches d'âge qui sont un peu surreprésentées? Oui, alors la majorité sont entre 27, enfin je dirais comme ça, entre 25 et 50 ans. D'accord. Ce sont les gens que vous voyez aussi le plus souvent dans votre cabinet? Oui, oui, oui. Alors moi, je n'ai pas de cabinet, je travaille en téléconsultation, mais oui, ce sont les personnes qui consultent, principalement des femmes. Souvent, les hommes, alors il y a plusieurs raisons à ça, hein. Les hommes ont une image plus positive, les hommes auront une image plus positive dans l'inconscient collectif, hein. Un homme en obésité, c'est un gros nounours, un bon vivant. Une femme qui est obèse, c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de soi, qui se laisse aller. Donc en fait, ce sont des choses, des idées préconçues qu'on a intégré nous-mêmes, hein. Et du coup, les femmes ont tendance à consulter plus facilement que les hommes. Ça veut dire qu'on excuserait presque plus les hommes que les femmes. C'est ça. Que conseillez-vous au préalable avant d'entamer le travail sur soi? Est-ce qu'il faut faire un propre état des lieux de son mode de vie? Est-ce que vous aidez à cela? Dites-nous. Oui, c'est vrai que souvent les personnes, quand elles arrivent, elles ont une demande, c'est de perdre du poids, c'est de sortir de l'obésité. Et souvent, elles ont l'idée qu'il faut manger moins et bouger plus. Alors, c'est vrai, il faut peut-être manger moins et bouger plus, mais en fait, l'obésité, on le sait, c'est multifactoriel, ça peut venir de beaucoup de sources. Et donc, l'idée, c'est de faire un premier bilan sur la vie dans sa... Enfin, j'aide la personne à voir sa vie dans sa globalité, de façon à identifier qu'est-ce qui se passe dans sa relation à la nourriture, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut avoir une alimentation très équilibrée, mais avoir un comportement alimentaire complètement chaotique. Qu'est-ce qui se passe aussi dans la relation au corps, la relation à soi? Beaucoup de personnes se dégoûtent, ont honte d'elles-mêmes, se mésestiment, se sous-estiment aussi. Et du coup, on va aussi faire ce bilan-là. Parce que si on déteste son corps, c'est difficile d'en prendre soin aussi, par conséquence. On fait aussi dans ce bilan un point sur la relation avec les autres, parce qu'on voit bien que souvent, les personnes en situation d'obésité ont tendance à se replier sur elles-mêmes, ont tendance à refuser des invitations, ont tendance à ne pas vivre un certain nombre de choses à cause du regard des autres. Je vais prendre l'exemple de manger une glace dans la rue, par exemple. Ou même, moi, j'ai des personnes qui me disent « je n'ose pas prendre de dessert quand je vais au restaurant à cause de ce que pourraient penser les gens de la table d'à côté ».
Donc voilà, on fait un bilan global sur le rythme de vie, sur les soutiens. Est-ce que cette personne est isolée ou bien des soutiens? Et voilà, on part de ce bilan-là, de cet état des lieux initial pour ensuite dégager des pistes d'amélioration et de voir où sont les marges de manœuvre pour sortir de l'obésité. Quels sont les éléments déclencheurs qui font qu'on vient vous voir? Alors là, c'est vraiment propre à chacun. Je peux vous citer l'exemple d'une personne qui a voulu faire du canoë cet été avec son mari et qui finalement, son mari est très léger, enfin fait la moitié de son poids à elle. Et au moment de monter dans le canoë, eh bien, le canoë a coulé. Et ça a été un tel choc pour elle qu'elle a décidé à ce moment-là, enfin ça a été un déclic. Et donc, elle a choisi de prendre sa santé en main, de prendre sa situation en main. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'accompagne. Mais les déclics, ils se font. Une autre personne, vous voyez, un petit garçon de 5 ans, et son petit garçon a traversé la rue et elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas été capable de le rattraper. Et ça, elle s'est dit, mais mon fils aurait pu mourir à cause de mon obésité. Et du coup, ça a été tellement violent pour elle, enfin, s'en est suivi beaucoup de culpabilité. Alors, heureusement, tout s'est très bien passé, son fils n'a pas été blessé ni rien, mais ça a été tellement violent pour elle qu'elle a ensuite eu ce déclic pour prendre sa santé en main. Les déclics peuvent venir de tout, ça peut être de la remarque de quelqu'un, ça peut être de l'impossibilité. Je me souviens d'une personne à qui on avait offert un saut en parapente pour son anniversaire et finalement elle n'a jamais pu le faire parce qu'elle pesait trop lourd et on l'a refusé. Une autre personne qui voulait monter dans un manège, qui était montée dans le manège et à qui on a demandé de descendre parce que ça présentait des risques en termes de sécurité. Est-ce que des gens qui ont subi, par exemple, des remarques, des discriminations dans le monde du travail peuvent venir vous voir pour que vous les aidiez, justement? Parce que le monde du travail est souvent impitoyable. Oui, c'est vrai que certaines personnes vivent des situations que je pense totalement anormales hein, dans leur travail, puisqu'il y a une stigmatisation et ça peut être un refus. Voilà, on sait que l'accès au travail est parfois plus difficile pour les personnes obèses que pour d'autres personnes. Après, ça peut être aussi quand on leur demande, je me souviens moi d'une dame qui travaillait dans un domaine où l'image était importante et à qui on avait vraiment fait comprendre que cette image, elle ne correspondait pas à l'image du magasin en question et qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Mieux dans sa tête, cela veut dire quoi du point de vue de la psychologue clinicienne que vous êtes? Alors moi, quand j'ai proposé le thème, j'ai dit mieux dans sa tête, mieux dans son corps, parce que les deux sont liés. C'est pas l'un ne va pas sans l'autre. Quand on est mieux dans sa tête, on a envie de plus prendre soin de soi. Et donc, on va plus facilement mettre en place ce qui est nécessaire pour prendre soin de son corps. Et quand le corps va mieux, on va mieux aussi dans sa tête. Donc, c'est vraiment lié de façon totalement réciproque. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais insister. Maintenant, être mieux dans sa tête, pour moi, c'est vivre la vie qu'on a envie de vivre. C'est s'autoriser les choses, s'autoriser, j'en parlais, de manger une glace dans la rue, c'est s'affranchir du regard des autres, c'est comment dire, oui, faire les choix qu'on a envie de faire et non pas les conditionner au regard des autres. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'obésité qui s'auto-limitent. Moi, je parle de pensée limitante. Et un des travaux qu'on va faire ensemble quand j'accompagne les personnes, c'est ce travail sur les pensées limitantes, de façon à ce que les personnes se réautorisent sans attendre d'avoir maigri, parce que c'est pas une obligation d'être mince. C'est pas une obligation. Il y a des personnes qui sont dans l'obésité et qui sont bien dans leur corps, et il n'y a pas de raison non plus de répondre aux diktats de la mode française, parce qu'après c'est très culturel, hein. Il y a d'autres cultures où au contraire on aime les gens plutôt voluptueux, c'est plutôt signe de bonne santé. Donc déjà il y a ça, être bien dans sa tête. Pour moi, être mieux dans sa tête, c'est vivre ce qu'on a envie de vivre. Comment agissez-vous sur l'estime de soi? Comment la retrouver? Les ressources que vous utilisez? Alors, l'estime de soi, c'est quelque chose qui se perd très facilement, mais qui se construit pas à pas.
Hein, quelqu'un qui a... C'est vrai que souvent, dans les personnes qui viennent me consulter, quand on fait le bilan, le premier bilan dont on parlait tout à l'heure, la relation à soi, on voit bien que l'estime de soi est extrêmement dégradée. Et c'est quelque chose qu'on va reconstruire petit pas par petit pas. C'est quelque chose qui se reconstruit par expérimentation. Parce que j'expérimente qu'une situation, je me rends compte que finalement ça se passe bien, je vais ensuite pouvoir aller à la marche suivante. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui se replie sur soi, qui refuse toutes les invitations parce qu'elle a tellement honte de son corps, elle se dégoûte tellement qu'elle imagine que tout le monde la juge. Et du coup, moi, je vois comme ça des personnes qui sont totalement isolées, non pas parce que la société ne veut plus d'elles, mais parce qu'elles-mêmes, là, on est vraiment dans les pensées limitantes, elles-mêmes ne s'autorisent pas parce qu'elles ont trop honte d'elles-mêmes. Et du coup, d'expérimenter que dans un petit groupe, vous voyez, j'ai un groupe privé Facebook, il est privé justement, je leur dis souvent, c'est vraiment un terrain de jeu d'expérimentation idéal parce qu'il n'y aura pas de jugement, parce que toutes les autres personnes sont dans la même situation que vous. Donc, l'idée, par exemple, pour cette personne isolée, ça va être d'identifier une sollicitation qui présenterait pas trop d'enjeux pour elle, pas trop de risques pour elle, et du coup d'expérimenter que finalement, ça se passe bien, que finalement, elle peut passer au-delà de sa pensée auto-limitante et expérimenter que ça se passe bien. Et en expérimentant que ça se passe bien, la fois suivante, elle va pouvoir s'appuyer sur cette bonne expérience pour aller plus loin vers ce qu'elle veut vivre. Voilà, par exemple. Donc voilà, l'estime de soi, c'est vraiment tout un travail de longue haleine, vraiment, et petit pas par petit pas, expérimentation par expérimentation. Ensuite, c'est aussi d'apprendre à s'entourer, d'identifier aussi qu'il y a peut-être dans notre entourage des personnes qui finalement sont nocifs par rapport à cette estime de soi. Je prends l'exemple des mamans. J'ai en tête une jeune femme de 35 ans dont la maman lui avait dit le jour de son anniversaire, non, toi, tu n'as pas le droit bon, toi, tu ne prends pas de gâteau. Alors que c'était son propre anniversaire. Et quelque part, sa mère ne l'autorisait pas à manger de son gâteau d'anniversaire. C'est complètement déplacé. Et donc, cette jeune femme, le travail, ça a été d'identifier que peut-être que sa maman, il fallait travailler aussi avec elle de façon à mieux aborder de façon à remonter aussi l'estime de soi. Parce qu'avec ce genre de remarques, c'est difficile quand même d'avoir de l'estime pour soi-même. Le découragement peut malheureusement parfois attendre la personne un peu au tournant. Comment vous les aidez à réagir? Oui, alors vraiment, moi je suis ravie d'être ici avec vous parce que s'il y a un message que je veux faire passer, c'est ne vous découragez pas, il y a de l'espoir et on peut sortir de l'obésité. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est un choix personnel, mais si on a envie de le faire, ce choix, c'est possible. Il y a des solutions. Il y a des solutions naturelles, il y a des solutions avec des interventions chirurgicales, avec des interventions médianes, j'ai envie de dire. Vraiment, le premier point, c'est sortir de l'obésité. Pour que ça soit possible, déjà, il faut y croire. Si soi-même, on ne croit pas en sa capacité d'y arriver, et donc ça aussi, c'est un fondement que je travaille en début de parcours, c'est-à-dire que si la personne ne croit pas en elle-même et en sa capacité de réussite, j'appelle ça un faux départ. Donc l'idée, ça va être de travailler sur qu'est-ce qui lui fait penser qu'elle ne va pas y arriver, parce que peut-être qu'elle a essayé 5 ou 10 régimes, même 15, mais on sait très bien que les régimes, ça ne fonctionne pas. Et du coup, à partir de là, quel est le vrai problème ? Le vrai problème, ce n'est pas le poids. Le vrai problème, c'est peut-être la fatigue chronique qui va faire que je vais manger pour compenser ma fatigue. C'est peut-être un stress au travail qui va faire que je vais le compenser. On est dans les envies de manger émotionnelles. Ou bien, le vrai problème, c'est peut-être des problèmes métaboliques, des problèmes médicaux. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut commencer par résoudre ça avec l'équipe médicale. Vous venez d'anticiper ma question suivante. Je
voulais vous demander, évidemment, on sait que l'obésité ne peut se réduire au schéma simpliste alimentation, sédentarité, on l'a beaucoup dit aujourd'hui, mais justement, quelle est votre perception de la chose en tant que psychologue? Il y a des leviers autres, évidemment, que ce simple schéma simpliste et réducteur. Ah ben, le manger moins, bouger plus, il est très, très, très réducteur. Et d'ailleurs, c'est ce qui amène beaucoup de personnes à penser qu'elles manquent de volonté. Parce qu'en fait, elles ne sont pas capables de manger moins et de bouger plus. Alors qu'en fait, le problème, il est complètement ailleurs. Les facteurs à l'origine… Si je vous coupe, ce message est donc culpabilisant. Ah oui, complètement, complètement. Il faut sortir de ce schéma-là. Je manque de volonté. Non, non, c'est pas vrai. Les gens qui sont dans l'obésité, qui souffrent d'obésité, sont souvent très, très volontaires, très déterminés. Mais c'est qu'en fait, le problème n'est pas le bon. Si on s'arc-boute à remplacer les frites par des haricots verts, ben, en fait, on ne va pas imaginer une vie sans frites et sans chocolat. Donc, l'idée, c'est de réapprendre à retrouver le bon comportement alimentaire, ce qu'on appelle un comportement alimentaire régulé, qui va leur permettre de trouver leur poids d'équilibre. Mais c'est aussi plein d'autres micro-choix. Les facteurs de l'obésité, ils sont innombrables. Il y a des facteurs génétiques, il y a des gens qui sont issus de familles trapues. Eh bien, ces gens-là ne seront jamais filiformes, hein. On peut l'imaginer. De même que nous, on a les yeux bleus ou les yeux marrons. Il y a des choses qui sont prédéfinies dans notre corps, préprogrammées. Donc ça, il faut en tenir compte et l'accepter. Mais ensuite, l'obésité, c'est aussi issu de facteurs d'entretien. Hein. Qu'est-ce qui entretient l'obésité? Ben, par exemple, le fait de prendre l'ascenseur au lieu des escaliers. Mais aujourd'hui, dans notre environnement sociétal, on trouve plus facilement l'ascenseur que les escaliers. Alors, donc, il y a plein de facteurs entretenants qui sont subjectifs, mais qui sont aussi liés à la société, qui sont environnementaux. Aujourd'hui, on est surexposé à l'alimentation. L'alimentation, elle est là, elle est facile. Quand on regarde les linéaires de brioche, il n'y avait pas ça il y a 50 ans. Donc, il y a des facteurs environnementaux et puis il y a aussi des facteurs aggravants. Dans les facteurs aggravants, il y a toute la stigmatisation. Par exemple, moi j'ai une patiente, l'autre jour, quand on a fait l'histoire du poids, elle me dit « mais quand j'avais 5 ans, on m'appelait la petite boulotte ». Ça se voulait gentil, mais tout le monde l'appelait « oh, ma petite boulotte ». Ma petite boulotte. Et en fait, sur les photos, elle s'est dit, mais j'étais pas du tout en obésité. J'étais dodue, ronde, mais j'avais 5 ans. Et le fait qu'on l'ait appelée ma petite boulotte toute sa vie, bah, ça a fait qu'elle est devenue petite boulotte. Parce qu'il y a eu la petite boulotte, elle n'avait pas le droit de manger ce que mangeait sa cousine ou sa sœur. Et finalement, on l'a mise au régime toute petite et ça a été complètement contre-productif. Donc, dans cette obésité, le message moi, que je veux apporter aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est vraiment que si on identifie les sources de leur obésité et qu'on arrive à travailler dessus, eh bien, c'est gagné. Le poids, c'est un résultat. Le poids, c'est une conséquence. Et c'est en allant chercher en amont ce qui fait que… Et ensuite… c'est pas aussi simple que ça, hein, mais ensuite c'est une succession de micro-choix. Hein. Moi j'aime beaucoup, il y a un livre qui s'appelle Choisir sa vie. J'aime beaucoup travailler la motivation à partir de ce livre-là. Et le premier thème qu'aborde ce livre, c'est choisir de choisir. Et choisir de choisir, ben, c'est pas toujours simple. Et il faut se rendre compte aussi des situations de choix dans lesquelles on est. Et dès le matin, ben, j'ai le choix de ce que je mange. Est-ce que je mange parce que j'ai faim? Est-ce que je mange par habitude? Est-ce que je mange pour tenir la journée ou tenir la matinée? Et puis, qu'est-ce que je vais manger? Et puis, est-ce que je mange parce que là, après, je ne vais pas manger avant 14 heures? Enfin, vous voyez, il y a plein de questions comme ça qui se posent. Mieux dans sa tête, mieux dans son corps. Est-ce que vous encouragez vos patients à une activité physique douce qui redonne à la fois le goût de l'estime de soi, mais le goût à la vie et à prendre soin de soi et de son corps?
Oui, complètement, parce que souvent, alors les personnes, quand elles arrivent en consultation, elles me disent « Ah là là, mais moi, je déteste le sport ». Et je leur dis bah, « Ça tombe bien, parce qu'on ne va pas parler de sport, on va parler d'activité physique, on va parler de bouger. Mais bouger, on peut bouger de multiples façons. Et l'activité physique, elle ne va pas être là pour perdre du poids, parce qu'il faudrait, on sait, hein, il faudrait en faire 4-5 heures par jour si on voulait vraiment, vraiment perdre du poids par du sport, du coup. Mais en revanche, l'activité physique, c'est un premier moyen de se reconnecter avec son corps. Je disais tout à l'heure, il y a des personnes, hein, dans la relation à soi, il y a des personnes qui ont coupé le contact entre leur tête et le corps. Elles sont dans une forme de déni de leur corps. Et du coup, l'activité physique douce, c'est une façon de se reconnecter à son corps, à ses sensations sensorielles. Mais de même façon que de crémer sa peau, d'apprivoiser le miroir, vous voyez. Ensuite, le deuxième point extrêmement positif que je vois, moi, à l'activité physique, c'est que les personnes qui souffrent d'obésité souvent se sous-estiment et se rendent compte très rapidement qu'en fait, elles sont capables. Elles sont capables. Moi, je me souviens d'un monsieur qui pesait près de 200 kilos, qui, lorsque je l'ai vu la première fois, marchait très difficilement 50 mètres. Eh bien, en reprenant la marche quotidienne, au bout de 3 semaines, il marchait plus d'1 kilomètre. Il s'en serait jamais cru capable, vraiment. Et aujourd'hui, il court énormément. Enfin, pour le coup, il fait du sport tous les jours. Enfin voilà, il a beaucoup perdu. Hein, il a perdu 90 kilos. Donc, il a beaucoup perdu, mais aujourd'hui, jamais il se serait cru sportif si on lui avait dit. Donc, l'activité physique, oui, c'est vraiment très, très, très bénéfique pour prendre confiance en soi aussi, parce qu'on voit que finalement, assez rapidement, on a des très bons résultats, on progresse, et comme quoi ça renforce cette croyance que oui, c'est possible et oui, on peut y arriver. Alors, on va en parler parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Vous avez créé Bariatim. De quoi s'agit-il et pourquoi, s'il vous plaît? Alors, Bariatim, c'est une structure que j'ai créée avec une patiente témoin, Agathe, qui d'ailleurs a été formée par la Ligue contre l'obésité à l'éducation thérapeutique du patient. Donc, Agathe, l'idée fondamentale de Bariatim, c'est de dire que sortir de l'obésité, c'est pas quelque chose de facile, c'est quasi impossible tout seul. Moi, je vois bien dans mes patients, ils ont essayé pendant 20 ans et c'est difficile. Donc, l'idée, c'est de créer un cocon avec des professionnels. Donc, moi, je suis psychologue, mais j'ai aussi des partenaires, diététiciennes, conseillères en images, orientation professionnelle, conseiller en orientation professionnelle, activité physique, voilà, chirurgien évidemment, puisque je travaille j'accompagne aussi les personnes qui bénéficient de chirurgie bariatrique, et toute une communauté vraiment très bienveillante. Moi, j'ai 2 règles dans cette communauté. C'est 1, on ne parle pas de poids, et 2, on ne parle pas des praticiens, un tel est meilleur qu'un tel. À part ça, il n'y a aucune question taboue. C'est extrêmement bienveillant. Et l'idée, c'est, il y a team, il y a ce mot équipe qui est une vraie valeur. C'est la valeur fondamentale de Bariatim, qui est de dire on vous accompagne. Moi, je vous accompagne sur le versant psychologique. On est sur voilà, la relation à la nourriture, la relation au corps, la motivation, croire en soi, l'estime de soi, l'équilibre de vie aussi, se donner priorité. Voilà, énormément de thèmes. Et on a une chaîne YouTube, je vous invite à aller la regarder, qui s'appelle Bariatim. Enfin voilà, il y a tous les réseaux sociaux qui sont associés. Très bien. En tout cas, Anne-Gaëlle, un grand merci pour ce moment passé ensemble, pour vos recommandations. On sait le travail que vous menez pour la Ligue contre l'obésité en tant que représentante de l'antenne Haute-Garonne en Occitanie. C'est important. On est à Montpellier, vous êtes à Toulouse, on est dans la même région, mais on a le même objectif tous, qu'on soit dans le sud ou dans le nord, l'est ou l'ouest de la France. En tout cas, merci de ce temps passé avec nous. Merci de vos explications savantes et précises. Je vous invite à poursuivre évidemment ce live, à aller marcher entre deux pour enregistrer des kilomètres. Merci encore. On y va.